Je suis né dans une maison au milieu d'un champ gigantesque peuplé de 1000 pierres. J'ai ce souvenir lointain, très lointain, presque tiré de mon imaginaire, que je passais mes journées sur ce champ de pierres à marcher sur un chemin qui n'existait que dans ma tête. Démarrant de notre maison, il serpentait au milieu de ces 1000 menhirs, se divisait en d'autres chemins, puis d'autres, et ainsi de suite. Je voyais ce terrain de pierre comme un jeu féerique, comme un jeu des destins, une sorte d'immense jeu de loi que j'étais le seul à visualiser et à parcourir. Il n'y avait rien à gagner, rien à perdre. C'était la vie, juste la vie et les choix que je faisais, les choses auxquelles j'aspirais, qui dessinaient un chemin entre les pierres. Chaque partie était différente et chaque chemin était tantôt celui-ci, tantôt un autre. J'imaginais que ces pierres parlaient, qu'il suffisait que je fasse un vœu pour qu'elles m'indiquent la voie à suivre en fonction de ce que j'espérais. Si je n'ai malheureusement aucun souvenir de comment se terminaient ces aventures, je crois que cette vie de possibles, de hasards et de rencontres a été inscrite très tôt en moi. J'ai toujours considéré la vie comme un jeu. En 1939, la guerre a éclaté, les Allemands sont arrivés en Bretagne, puis l'ont occupée. Notre maison a été réquisitionnée par des soldats qui avaient d'importantes recherches à mener sur notre champ. Mon père a été fait prisonnier et est parti dans ce qu'on appelait alors la Tchécoslovaquie. Il nous écrivait néanmoins souvent. Nous avons abandonné alors notre maison et nous nous sommes installés dans le centre-bourg où ma mère a acheté une petite propriété avec nos économies. J'avais 6 ans. Mon enfance était terminée. Pour gagner des sous, ma mère a pris un emploi de domestique et partait la journée faire des ménages et de la couture dans les maisons, pendant que moi et ma sœur allions à pied à l'école. J'ai haï cette période, et je la hais encore. L'école, ça devrait être interdit. Elle représentait tout ce qu'enfants nous fuyions, l'ordre, la discipline, la désaffection. L'instituteur ne m'aimait pas et je ne l'aimais pas en retour. Il y avait comme du racisme à cette époque, et mes parents, ma mère, étaient mal vus. Je n'étais pas un bon élève. Je restais au fond de la classe, je regardais la fenêtre par-delà laquelle il n'y avait rien, et j'attendais, rêvassant, espérant que quelque chose advienne. Trouver à manger à cette époque était difficile, et je me souviens des soirs à m'endormir la faim au ventre. À la boulangerie du haut de la rue, nous faisions parfois la queue une demi-journée pour une moitié de pain. Les soldats américains sont arrivés en 1944 et progressivement les choses sont revenues à la normale. Ils ont installé leur campement sur un terrain à côté de notre maison. À la sortie de l'école, j'allais voir les soldats le soir dans leur campement. Ils m'accueillaient en me donnant du chewing-gum, bonbons et cigarettes. Je mangeais alors mes premiers chewing-gums. Je fumais mes premières cigarettes. J'avais 11 ans. Mon père a été libéré 1 an après, par les Russes. Pendant sa captivité, il s'était lié d'amitié avec un marbrier dont le père recherchait un autre employé, en plus de son fils. Nous sommes partis alors dans une autre région et nous nous sommes installés dans une plus grande maison avec un jardin. Mon père est devenu marbrier et ma mère a arrêté de travailler pour s'occuper de ma sœur et de moi. La semaine, je continuais à aller à l'école et le week-end, j'aidais mon père au travail. À l'école, mon instituteur refusait que je passe mon certificat d'études. Il m'en estimait incapable. Mes parents ont été vexés et mon père, qui était très autoritaire, n'a pas insisté et m'a retiré de l'école. À cette époque, la loi était conçue de telle sorte qu'à 14 ans, soit on allait à l'école, soit on devenait apprenti. Mon instituteur choisit pour moi. Peut-être est-ce la vie, comme on dit, qui a choisi pour moi. Parallèlement à son travail, mon père était aussi moniteur de gymnastique. Lors d'une compétition, il a rencontré un entrepreneur qui lui a proposé de m'employer à son atelier comme plombier. J'ai donc commencé à travailler à 14 ans avec un contrat d'apprentissage de 3 ans. J'assistais à les ouvriers sur les chantiers. Je me rappelle que nous circulions en ville avec une voiture à bras que je poussais seul, et parfois même dans les côtes. Je rentrais le soir, brisé. Peut-être mes parents étaient-ils heureux, je ne sais pas. Moi, je ne l'étais pas. J'étais un enfant qui ne se remplissait que de frustration et de colère. Au terme de ces 3 ans, mon contrat d'apprentissage a pris fin et mon patron refusait de me conserver. Je me retrouvais alors là, seul, disponible pour qui voudrait bien de moi, à disposition des aléas et des événements. 2 ans plus tard, j'étais convoqué pour le service militaire, obligatoire à cette époque.
Je passais des examens d'entrée et j'ai été appelé quelques semaines après du côté d'Angers, où je restais 4 mois avant d'embarquer pour le Maroc. On me mettait dans le génie. Sans doute était-ce parce que je travaillais auparavant dans le bâtiment. Je travaillais dans les montagnes. Je construisais des routes, des kilomètres de routes. On m'avait désigné caporal. Je n'avais rien demandé, mais comme tous les autres demandaient à ne pas l'être, je me retrouvais à donner les ordres. Nous travaillions sur des chemins qui existaient déjà, mais trop étroits pour les passages des camions. Nous les agrandissions. Avec pelle et pioche, c'est ainsi que j'ai traversé le Maroc. 1 an plus tard, nous étions appelés en Algérie, et j'ai continué ainsi à dessiner des routes dans tout le pays. De temps à autre, nous croisions des gens qui traversaient aussi ce pays par le désert. Parfois, ils venaient nous voir, nous demandaient des cigarettes, de la nourriture. Parfois, nous prenions des photos ensemble. Mais où allaient-ils? Que faisaient-ils? Nous ne parlions pas la même langue et nous restions là, chacun respectant l'étrangeté de l'autre. Après 3 ans de service, j'ai été libéré. Je suis alors rentré chez moi, retrouver ma famille. La guerre ou la vie ont décidé à nouveau certaines choses pour moi. La fille que j'aimais s'était mariée avec un autre et mon patron était décédé des suites d'une longue maladie. Un jour que je jouais au football, loin de chez moi, un de mes anciens collègues de chantier m'a reconnu. À la mort de notre patron, il était parti à la capitale avec quelques autres. Un entrepreneur les avait débauchés sur un chantier. Ils vivaient là-bas depuis maintenant 2 ans et étaient heureux. Il me proposait de les rejoindre et j'acceptais. Muni d'une seule valise, je suis alors parti pour la capitale la semaine suivante. Je vivais dans une pension où mon patron m'installait dès le premier jour et où très vite, je suis devenu ami avec chacun des habitués. La vie était bien plus chère ici, et bien que ma paie était meilleure, je dépensais beaucoup d'argent. Un soir, à la pension, un des gars du bistrot a passé le mot au patron comme quoi il cherchait quelqu'un pour garder son manège le samedi et le dimanche. Un tape-cul, qu'on appelait ça. Je dis d'accord, et je me retrouvais ainsi chaque week-end, pour compléter ma paie, à surveiller les enfants sur les manèges. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Les parents d'une fille que j'avais aimée 15 ans auparavant m'appelaient. Comment avait-il eu mon numéro? Par mon père, sans doute. Je ne l'ai jamais su et je ne l'ai jamais demandé. Leur fille divorçait. Elle était malheureuse. Elle avait rejoint la capitale et logeait dorénavant chez sa sœur. Elle souhaitait me revoir. Je la retrouvai ainsi un midi sur la terrasse d'une brasserie de la capitale. Nous nous sommes racontés comme cela nos 10 années écoulées, parfois lentement, parfois toute allure. Au bout de quelques heures, j'ai vu qu'elle avait envie d'un baiser et je l'embrassai. Nous repartions alors de zéro, ensemble. L'ami d'un marchand forain dont le père était décédé héritait d'un stand de tir et d'une boutique de confiserie. Elle souhaitait conserver le tir, mais vendre la confiserie. Nous lui avons alors racheté la confiserie et nous nous sommes installés dans une boutique non loin de là où nous habitions. Nous travaillions alors en couple, et elle s'amusait de cette affaire. Je crois qu'à cette époque, elle voulait d'abord être libre, connaître la vie, et ne plus se retrouver enfermée dans un mariage. Nous préparions ensemble des pommes d'amour, des sucres d'orge, des chupa chups, des caramels mous, et quelquefois même de la nougatine que nous découpions en tranches. Tenir une boutique était parfois assez encombrant, et administrativement, c'était beaucoup de travail. Parfois, il y avait du monde, mais parfois personne, et nous pouvions passer des journées entières sans toucher un centime. C'est à cette époque qu'un voisin nous a proposé de tenir une baraque à frites au bord d'un étang. Le site était superbe, rempli de touristes, et était assurément l'endroit idéal pour vendre confiseries, gaufres et boissons gazeuses à l'orange. Nous nous sommes installés sous les pins, à l'intérieur d'une caravane longue de 8 mètres que j'avais entièrement réaménagée. Nous faisions des frites, des casse-croûtes, vendions des glaces, un peu de confiserie, des crêpes, gaufres et barbe à papa. Les gens venaient là pour se baigner, ils se posaient au bord de l'eau, passaient devant notre boutique et nous achetaient des frites. C'était parfait quand il faisait beau, mais il suffisait qu'il tombe un peu d'eau ou que le ciel passe du bleu au gris pour que les affaires marchent moins bien. Je vivais ainsi, comme une vie de bohème. Nous nous levions le matin au bord de l'eau et nous espérions simplement le soleil. Je ne sais comment ou par qui il a entendu parler de moi, mais mon premier compagnon forain m'a retrouvé et m'a proposé de reprendre la suite de sa caravane sur les fêtes foraines. Il avait toujours son stand de tir et maintenant en plus une caravane à frites. Il était malade et souhaitait vendre ses biens à quelqu'un qui en ferait bon usage. Je lui ai donc racheté son stand de tir et sa caravane à frites que nous avons baptisée la confiserie du voyage. Un jour, un homme est venu me voir à notre domicile. Il disait être le frère d'un célèbre écrivain qui venait de mourir.
Il souhaitait savoir si, dans mon registre, je m'occupais aussi des débarras. Je visitais l'appartement en question. L'homme était mort seul à son domicile. Le corps n'avait été découvert qu'un mois plus tard par les voisins qui suspectaient depuis quelque temps déjà une étrange odeur. L'appartement était dans un état de pourrissement avancé. Avec l'odeur des désinfectants des pompiers, on avait du mal à imaginer qu'un homme pouvait habiter ce lieu. Hormis cet état de crasse, l'appartement regorgeait de livres rares et d'objets de valeur. J'acceptai l'offre et nous avons débarrassé l'appartement la semaine suivante. La chose a fait grand bruit. La presse venait nous interviewer, puis des patrons de maisons d'édition venaient nous racheter des livres. J'ai rencontré alors un ancien professeur d'histoire qui tenait presque à lui tout seul un marché du livre en plein cœur de la ville. Il avait entendu parler de moi dans la presse et me proposait d'y tenir un stand. C'est ainsi, et par cet enchaînement d'heureux hasards et de rencontres fortuites, que je suis devenu libraire. Je continuais à débarrasser maisons et appartements. Le matin, j'étais brocanteur, l'après-midi, j'étais libraire. J'avais mon stand réservé, tout s'y passait pour le mieux, et j'acquérais une petite notoriété. Régulièrement, quelques écrivains ou artistes de cinéma venaient m'acheter des livres, puristes, écrivains en panne d'inspiration, amoureux de leur pays natal, passionnés de chemin de fer ou d'artistes contemporains. Ma clientèle était tout aussi diverse qu'enthousiaste. J'avais néanmoins beaucoup de travail, et je demandais à une habituée si elle ne connaissait pas quelqu'un, un jeune, qui serait intéressé pour venir m'aider, quelques jours la semaine. Elle me présentait un jeune ami qui, comme moi, avait échoué à l'école et n'avait d'autre objet que de se sentir utile. Il avait quelques souvenirs d'école et de littérature et se révélait ainsi très utile pour conseiller les lecteurs. Il a eu l'idée de trier non plus les livres par ordre alphabétique, mais par couleur, ce qui amusait les passants et attirait toujours plus de monde. Avec le temps, je me suis pris d'affection pour lui. Il était orphelin et avait eu, comme moi, une enfance dure et malheureuse. Peut-être est-ce dû à la mort de mon père l'année suivante, et aux pensées qui en ont découlé, la nostalgie, l'envie de transmettre à mon tour quelque chose. Nous avons pris cette décision de l'adopter, et il est ainsi devenu notre fils. Je n'avais jamais pensé à la retraite, enfin je ne crois pas, du moins pas que je ne m'en souvienne. Un jour, mon comptable m'a appelé. L'État mettait en place une importante prime de départ pour les petits commerçants, et pour la toucher, je devais me mettre en retraite dans l'année. J'avais 66 ans, j'étais fatigué depuis quelques années déjà, j'acceptais. J'espérais à cette époque que mon fils reprenne mon commerce, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Comme moi, il décidait de voler de ses propres ailes. Je lisais l'autre jour dans un livre qui parlait de l'enfance que c'était finalement le destin de chaque homme ayant eu une enfance malheureuse que de poursuivre toute sa vie et peut-être malgré lui, comme une sorte de retour à l'état d'enfant. Comme si, malgré l'âge adulte, malgré la liberté, l'autonomie et l'épanouissement, malgré toutes ces choses dont, enfant, on a été privé, il manquait quelque chose. Comme s'il manquait ce morceau de vie que certains disent être le plus beau et qu'il fallait, dès lors et dans la tête, rejouer la partie, recommencer les choses à partir de zéro et faire des choix différents pour que ce morceau de vie, lui aussi, soit différent. Je lisais ce texte sur l'enfance et je repensais à mes aventures au milieu de ce champ de pierre. J'avais 6 ans et j'idéalisais la vie comme un jeune enfant. C'était avant la guerre, avant les tickets de rationnement, avant nos voisins fusillés, avant l'école catholique, avant le travail forcé à 14 ans, avant les voitures à bras, avant la mort de ma mère, avant la guerre d'Algérie, avant mon enfance volée, et avant que la vie ne fasse de moi ce que je rêvais d'être enfant, un homme. Je repense à ces chemins imaginaires qui s'offraient à moi, et je me disais que finalement, au fur et à mesure des événements, de l'histoire, des rencontres et d'un ordre ou d'un contexte auquel je ne pouvais rien, j'avais néanmoins fait des choix. Des choix qui n'appartenaient qu'à moi, des choix que j'ai été seul à commander et qui ont dirigé ma vie. Je voulais être libre et n'obéir à personne pour jouir d'une liberté dont, enfant, j'ai été privé. Face à ce contexte, face à la vie qui a parfois décidé pour moi, j'ai fait des choix, dessiné dans l'espace un chemin. Je repense à cette maison, au milieu de ce champ de pierre, de laquelle démarraient mes aventures, car là-bas je suis né et au loin j'ai grandi.